Le podcast est présenté par Altitude Sport, qui est une boutique 100% en ligne, basée à Montréal, d'équipements et de vêtements de plein air. Ma boutique préférée, c'est là que j'achète presque tout mon équipement sportif. Ils ont plus de 40 ans d'expérience, au-dessus de 400 marques, dont les plus connues, plus de 60 marques canadiennes. Une livraison extrêmement rapide. Et avec l'hiver qui arrive, on m'a demandé de vous donner 3 recommandations pour être bien équipé pour courir l'hiver. La première chose que je devrais recommander, c'est con, mais c'est des bons gants. Parce que des gants, vous ne pouvez pas avoir des gants, des mitaines magiques ou des grosses mitaines qui vous deviennent toutes mouillées puis qui sèchent mal. Ce que ça prend, c'est des gants qui sont minces, qui ont de l'adhérence aussi, parce que des fois, tu veux sortir ton cellulaire, tu veux pas comme te sortir le doigt. Fait que des gants qui peuvent permettre de toucher à ton cellulaire et des gants qui sèchent vite. Ça, c'est clé. Ensuite, ça prend des souliers qui sont confortables. Puis honnêtement, Là, ça, c'est une opinion. Peut-être que c'est pas populaire. Moi, je trouve que les souliers en Gore-Tex, c'est pas nécessaire. Parce que les souliers en Gore-Tex, ce que ça fait, c'est le fun pour garder de l'eau à l'extérieur des souliers, mais s'il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur, ou si vous suez des pieds, puis ça arrive quand vous faites du sport, même s'il fait moins 15 dehors, si vous avez des bons bas puis vous faites un effort, vous allez suer des pieds. S'il y a de la neige qui rentre dans vos souliers, sécher après ça, c'est compliqué. Fait que je vous conseille plus de prendre des bas qui sont chauds et des souliers de trail normaux que des souliers en Gore-Tex. Ça, c'est mon opinion. OK? Je sais que c'est controversé, mais je m'en fous. Et la troisième chose, c'est d'avoir plusieurs couches. D'avoir des couches qui s'enlèvent et que vous pouvez traîner avec vous après. Parce que si vous commencez à suer, vous allez détester courir l'hiver. Moi, c'est ce que j'ai appris. La seconde que je sue, c'est que je sais que je suis trop habillé. Fait que j'ai des couches. J'ai un t-shirt, j'ai un hoodie, j'ai une veste, tout dépendant de quelle température il fait, c'est l'épaisseur de ma veste. Puis quand j'arrive et je commence à courir, là, j'enlève une couche. Puis là, si j'ai besoin d'enlever une autre couche, j'enlève une couche. Ça m'arrive des fois, il fait moins 10 dehors. Ça m'arrive de finir ma course en t-shirt. Juste pour vous dire. Fait que, bref, c'était ça mes conseils pour la course d'hiver. Toutes ces affaires-là que j'ai dit en passant, c'est disponible sur Altitude Sport. Puis je sais que j'ai bâché un petit peu les souliers en Gore-Tex. Puis je sais qu'Altitude Sport en ont probablement. Mais c'est mon opinion parce que ma blonde, elle a des souliers en Gore-Tex. Puis elle a triple là-dessus. Fait que peut-être que vous aimez ça aussi. Économisez jusqu'à 20% sur votre première commande en utilisant le code UPICA. Toutes les infos sont dans la description du podcast. Une production du Studio SF. Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, je reçois J-Zone2, qui est créateur de contenu, coureur, kinésiologue, coach, bref, toutes ces choses-là, c'est vraiment un passionné de sport d'endurance. Puis dans la conversation, vous allez vite vous en rendre compte. On part geek vite, mais c'est le propre du UPICA Podcast. Honnêtement, c'est pour ça que j'ai lancé le podcast. Puis c'est exactement ça qu'on a fait aujourd'hui. On a geeké sur le sport. Il nous a parlé aussi de comment il s'est lancé dans la création de contenu. On fait une section à la fin du podcast sur comment créer une communauté pour éventuellement pouvoir monétiser ta passion. Jay, c'est ça qu'il a fait. Il a commencé en postant des vidéos à tous les jours, sans aucune attente. Et finalement, il a construit une communauté, ce qui fait qu'aujourd'hui, il peut vivre de son coaching et de partenariats de marque. Donc, c'est vraiment très intéressant comme conversation. J'en parle des fois sur le podcast, mais je fais une mini parenthèse. Tu sais, des fois, il y a des gens qui me contactent pour que je les commandite. Faut comprendre que pour un brand de la grosseur de UPICA, c'est des dons de produits ou des dons monétaires, ça a une grande valeur pour moi parce que j'ai pas encore un cash flow qui me permet d'avoir des budgets marketing énormes. Donc, la communauté des gens qui m'écrivent, c'est la chose la plus importante. Donc, il faut entretenir sa communauté. Puis après ça, tu peux commencer à penser à avoir un support des brands parce que l'objectif, c'est que tu puisses offrir aux brands autant que les brands peuvent t'offrir. C'est une relation mutuelle. C'est pas juste un don de produit, là, tu sais. Donc, on discute un peu de ça avec Jay. On a la même vision de cette chose-là. Puis je trouve que comment il l'a fait, c'est vraiment super intéressant. Puis maintenant, il est rendu à une place où est-ce que, il a pu quitter son emploi, son 9 à 5, puis il travaille juste dans sa passion. Donc, c'est une histoire qui est absolument fascinante. Il a aussi couru un 100 km sur route dernièrement, sans boucle de 1 km. Fait qu'il nous raconte un petit peu comment ça s'est passé. Super conversation.
une super rencontre. On va le recevoir encore, j'en suis persuadé. Et c'est ça, le podcast est aussi présenté par Upika. Upika, c'est votre one-stop shop pour tous vos besoins de nutrition sportive. Avant, pendant, après votre performance, on a tout ce qu'il faut. Allez au upika.ca, utilisez le code promo Upika Podcast pour 10% de rabais. Et bon podcast! Fait que dans le fond, ce qu'on disait essentiellement avant tout ça, c'était qu'il y a plein de monde maintenant qui commence à faire du sport d'endurance jeune. Fait qu'on parlait de Dano, on parlait de Louis. Mais son nom de famille, c'est? Louis Vallée. Louis Vallée, c'est ça. Qui sont les gars, ils sont fucking forts, mais ils sont jeunes. Parce que là, ils arrivent dans le trend qui s'inscrit dans les dernières années. La question que moi, je me pose, parce que moi, je le vois en tant que... tu sais, moi, le sport d'endurance, ça fait partie de ma vie depuis tout le temps. J'ai vu le trend des dernières années depuis la COVID. Je pense que tout le monde, on est à même de le constater. Là, puis on va parler de comment toi, tu t'inscris dans cette mouvance-là. Mais moi, la question que je me pose, parce que je le vois aussi d'un point de vue de Upika, avec mon brand, je veux dire, mon brand récolte le fruit de ce trend-là. Veux pas, comme j'étais juste au bon moment, à la bonne place avec ce brand-là. Peut-être que, tu sais, tout est dans tout. Là. Peut-être que j'ai aussi contribué un peu au trend, puis tu sais, peu importe comment qu'on veut le dire. Mais ma question, c'est est-ce que c'est là pour durer? Parce que comme tous les trends, c'est des trends. Fait que est-ce que c'est là pour durer? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bonne question. Moi aussi, j'ai vraiment le feeling que j'arrive au Christy de bon moment. Ouais, dans le timing, là. Mon Dieu, que c'est le fun. Mais encore une fois, comme je te dis, tout se nourrit. Là. Oui, c'est ça. Oui, tu arrives au bon moment, mais en même temps, tu participes au fait que ça devient que c'est un trend. Moi, je pense que c'est un peu la même chose avec ma plateforme. T'sais, mettons, Jay, genre, tu sais, c'est Jay du Temple, c'est comme on participe un peu tout à cette Rachel que j'avais avant. C'est comme un peu tout le monde participe, tout le monde s'inscrit, mais tout le monde est là au bon moment. Bref. Il y a comme un peu ce feeling-là aussi. Là. Clairement, je me considère chanceux d'arriver à cette période-là. Autant pour moi, en tant qu'athlète amateur, de dire « Hey, il y a plein de choses qui se passent dans cet univers-là, fait que let's go, j'embarque. » Puis après ça, moi, je suis kinésiologue de formation, je suis coach. Fait que quel bel business de commencer à coacher des gens en endurance quand c'est genre le méga trend. Quand tout le monde sait ce qu'ils veulent faire. Tout le monde sait ce qu'ils veulent faire. Fait comme... la job ne manque pas, pas juste pour moi, mais je pense en général pour les coachs d'endurance, pour tout ce qui est relié à ça. Puis je sais qu'il y a eu plusieurs grosses trends, si je me trompe pas. Une première grosse trend dans les années début 80 au Québec, où est-ce que les gens sortaient en habits colorés puis tout ça, un hype de course à pied, puis un autre peut-être au début des années 2000. Puis après ça, je pense que là, c'est à peu près aux 20 ans. Fait que si on suit la trend, peut-être qu'il va y avoir un autre trend dans 20 ans, puis comment ça va die out. Je me pose la question aussi, mais pour l'instant, je pense qu'on fait juste tout ride the wave puis on tripe ensemble. Là. Exact, mais c'est quand même une réflexion qu'une génération complète de jeunesse décide de laisser les bars pour... Puis je dis les bars, mais plus largement, laisser la consommation, laisser le party, puis la vie sociale de la vingtaine. Tu sais, moi, ma vingtaine, là, ça va faire 2 ans que je bois pas d'alcool. Mais en même temps, dans ma vingtaine, mon social se faisait beaucoup à travers les événements de party, d'alcool. C'était là que tu rencontrais tes amis, tous mes meilleurs amis, les souvenirs qu'on a créés ensemble. Veux pas, puis là, je fais pas l'apologie de l'alcool, mais veux pas, c'était des moments comme ça. Puis les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est des souvenirs de soirée, puis c'est comme ça que tu as comme formé des souvenirs fondateurs avec un groupe d'amitié. Mais là, comme ça a changé vers maintenant les souvenirs fondateurs que tu crées avec tes amis, ben c'est parce que tu participes au Ironman de Tremblant, c'est parce que tu vas faire un week-end de bike au Vermont, c'est parce que comme toutes ces affaires-là ont changé. Fait que je me dis, peut-être que c'est un trend qui a des buzzwords en ce moment sur les réseaux sociaux, mais peut-être aussi que c'est juste un tournant vers la santé, vers une autre vision de ce que peut être les relations humaines puis amicales. Je suis d'accord avec toi dans le sens, moi aussi, j'ai 28, mais ma vingtaine, ça a été la boisson puis le party.
puis c'est fun, puis c'est formateur, puis genre, tu sais, c'est pas que du négatif. Mais t'as raison que je pense que ça va au-delà des sports d'endurance parce que, tu sais, on l'a vu, je pense récemment, la SAQ ont publié que le groupe de 18-24 était, ou peu importe, était le groupe le moins consommateur. Ouais, puis juste une mini parenthèse sur ça, dans leur étude, ils disaient, là, il faut changer le message pour être capable de rejoindre les jeunes. C'est comme, OK. Moi, je pense que collectivement, en tant que société, on pourrait peut-être se questionner aussi sur la place de la SAQ dans notre vie, là. Genre, tabarnak, le but, c'est pas comment qu'on peut parler aux jeunes, c'est arrêter de leur parler. Ben ouais, straight up, genre laisser les tendances aller. Si ça s'éloigne de l'alcool. Développer des sans-alcool et on va l'acheter là quand même. Si le but, c'est de faire des taxes sur les produits d'alcool, vendez des sans-alcool. Peut-être ça va être ça le message, à la place d'essayer de vendre plus d'alcool aux jeunes. Ouais, ça je l'ai trouvé vraiment contre-intuitif. Il y a aussi un aspect qu'il y a 10 ans de ça, mettons, tu sais, il y a un esthétique en ce moment sur les réseaux, il y a une trend. Tu te lèves à 5 h du matin avec ton boy, tu t'en vas faire un demi-marathon. Genre, c'est badass. Fait que je pense qu'il y a des jeunes qui ont 14, 16, 18 qui voient ça, puis qui sont qui aspirent à ça. Puis moi, perso, j'ai grandi dans un environnement plus bodybuilding, gym. Je pense que c'était plus populaire que la course pendant très longtemps. Mais là, ça ouvre carrément une porte de comme, hey, les jeunes trippent à l'idée de se lever avant que le soleil se lève pour aller genre faire quelque chose de très intense en termes d'endurance. Puis je pense que c'est, comme tu dis, c'est au-delà de juste une trend de course, c'est comme un changement... Un changement de paradigme quasiment générationnel. Générationnel, exactement. Je pense que c'est vraiment ça. Ce qui est vraiment une bonne affaire. Puis tu sais, tu le dis, moi, mon contact avec le sport d'endurance, c'était plus dans vraiment la haute performance. Là. Tu sais, quand je faisais de la natation, c'était juste... C'était ça l'objectif. Tu sais, il n'y avait pas de modèle à suivre qui n'étaient pas des athlètes d'excellence, tu sais, parce que moi, les gens qui m'inspiraient, c'était des athlètes olympiques de natation, parce que c'était vraiment ça mon champ de vision vraiment serré. Mais maintenant, le monde, les jeunes, justement, qui ont l'âge que j'avais à cette époque-là, mais là, avec les réseaux sociaux, t'en es un bon exemple, ce qu'ils voient comme modèle, c'est justement du monde qui sont pas élites, qui sont pas du sport d'excellence, qui sont des gens qui font du sport à des niveaux variés, mais toujours avec l'objectif de comme repousser ses limites puis d'aller plus loin. Puis ça, c'est beaucoup plus inclusif, j'ai l'impression, que de juste avoir l'idée d'excellence puis de l'athlète olympique dans un champ vraiment précis. Là, tu fais comme, OK, les autres, dans le fond, ils font du sport puis leur relation avec le sport est pas malsaine. Genre, leur relation avec le sport est juste dans le plaisir puis dans le dépassement de soi. C'est quand même nice, là, tu sais. Tellement. C'est un bon point, ça. J'avais jamais vraiment pensé à ça comme ça. Mais je pense que l'humain aime la validation, aime se sentir, aime se voir en quelqu'un. Fait que peu importe t'es qui, quand tu vois quelqu'un qui est similaire à toi, ben c'est ça qui vient vraiment chercher. Fait que, évidemment que les gens ne s'abonnent pas à moi parce que je fais des grosses performances, tu sais. Ils s'abonnent probablement pour l'humain qu'il y a derrière ça. Puis moi, je sais que je suis des gens parce que j'aime leur parcours, puis j'aime... fait que c'est un bon point que tu amènes, puis c'est tellement cool de voir, genre... juste dans la scène de running au Québec, il y a tellement genre de body type, d'objectifs différents. Puis tout le monde trippe à travers tout ça. Puis ça, c'est une discussion que j'avais avec Renaud Blanchet cette semaine où est-ce qu'il disait que on était comme en train, tous collectivement, de créer ce genre d'univers-là en endurance au Québec que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas il y a une couple d'années, où est-ce qu'on aime s'entraider entre nous-mêmes. Tu sais, on n'est pas en train de se cacher ou de penser que le succès de l'un empiète sur l'autre. Au contraire, genre, tout le monde collabore ensemble. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent puis qui trippent à leur façon, qui aiment être impliqués dans ce qu'on fait et vice-versa. Nous, on s'implique dans notre communauté. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de spécial en endurance qui est en train de se bâtir. Puis de façon générale, c'est comme super healthy puis dans l'entraide. Ouais, t'as tout à fait raison parce que au final, le succès d'un amène plus de succès aux autres. Là. Moi, je le prends de mon point de vue de la business Upica, mettons, si je veux juste prendre ça comme point de repère, parce que je vois des retombées assez directes de la croissance de la popularité du sport d'endurance. Là, je vois physiquement des chiffres là, qui me montrent c'est quoi tangible. La croissance tangible, c'est ça. Puis je veux dire, ton succès à toi, puis on va garder l'exemple de Renaud, son succès à lui, dans leur communauté, dans construire cette affaire-là, ce que ça fait, c'est que ça amène du monde vers du sport d'endurance
qui bénéficie à moi. Clairement. Fait que moi, comme le succès de tout le monde, c'est comme, allez-y, man, parlez-en d'endurance, tout le monde, genre, amenez-en plus de clients, plus de monde qui veulent potentiellement aller au gym de Renault, potentiellement être coaché par toi, potentiellement acheter Inner Self, pour prendre l'exemple de Dano, tu sais. Fait que c'est pour ça que, mettons, quand Jay est arrivé, quand Jay du Temple a décidé, moi, je faisais du sport d'endurance avant qu'il commence à en faire, puis il m'en parlait souvent parce que j'étais comme un peu le seul ami qu'il connaissait qui faisait ce genre d'affaires-là. Ouais. Puis quand il m'a dit, je pense que je veux comme aller all-in sur YouTube, moi, c'était la meilleure nouvelle de l'humanité, man. C'est comme, tu me dis que j'ai du temps. Probablement le gars avec la tribune qui parle le plus au 18-34 au Québec veut commencer à faire des ultra-trails. Qui est exactement le public cible de ce que moi je fais depuis 2 ans, genre. Tu pensais déjà à la. Sure, man. T'avais déjà la nouvelle saveur Jay du Temple en tête quand t'as dit ça, là. C'est drôle, Jay raconte cette histoire-là des fois. Je sais pas si tu l'as déjà entendu, mais la première fois qu'il a fait un demi-marathon, c'était à Saint-Henri-de-Taillon. Fait que moi, ma famille a un chalet à Saint-Henri-de-Taillon depuis que je suis tout petit. C'est autour du lac? Ouais, on va passer mes étés là-bas. Puis lui, il part à course. Jusqu'à parc de la Pointe-Taillon, puis là tu cours sur de la pierre concassée, sur de la gravelle dans le fond. Tu peux faire le tour de la pointe, c'est 44 km, tu peux le faire en gravelle, en gravel bike. Il est vrai crinqué, genre Pierre Lavoie, des fois il fait ça à la course, mettons, quand il va là. Mais Jay, il décide de faire un demi-marathon, puis en revenant de la première fois qu'il fait une distance de plus que genre 12 kilos, en revenant, il croise ma mère. Puis ma mère le reconnaît. Fait qu'elle fait « Hey, Jay! » Puis là, elle l'arrête dans sa course, chose que je ne recommande pas personne à faire. Mais dans ce cas-là, je peux comprendre parce que c'est tellement inusité que ma mère le voit lui. Elle fait « Jay, je suis la mère de PH. » Fait que là, Jay, dans son premier demi-marathon où est-ce qu'il a dépassé la distance de 12 km, il croise ma mère. Comme si c'était pas un signe des astres qui dit c'est dû pour arriver. Let's collaborate, let's do something. Fait qu'aussitôt qu'il a commencé à faire l'endurance, il a toujours pris du pick-up. Fait qu'évidemment, moi, la collaboration est simple, mais au-delà de moi puis de la collaboration avec Jay, juste le fait qu'ils se mettent à faire ça, c'est comme un signe d'approval de genre, OK, dans le fond, comme amener tout le monde que vous voulez parce que tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. C'est insane. Puis tu sais, même si on parle de personnalité publique, au-delà du sport, là, t'es tombé avec Jay, t'es vraiment bien tombé. C'est insane. Puis d'ailleurs, parenthèse là-dessus, tu sais, moi, j'ai commencé à courir il y a à peine 3 ans. Fait que quand je commence puis je découvre quelque chose, souvent je vais all-in. Ça a été la même chose pour genre le bodybuilding, le powerlifting, d'autres passions que j'ai eues. Même à un moment donné, je commençais à jouer à Warzone sur Xbox, genre. Puis j'avais jamais joué aux jeux vidéo. Puis finalement, j'étais genre en train de checker des streams. Puis en tout cas, ça a été une petite phase d'1 an ou 2. Fait que là, je trouve l'endurance... excessif. Il y a beaucoup de monde avec ce profil-là qui rentre dans le sport d'endurance. Probablement, J'ai toujours été sain, je pense. Excessif, mais de façon saine. Mais quand même peut-être excessif. Fait que je commence à courir. Là, je suis sur YouTube, je suis sur Spotify, je tombe sur ton podcast il y a 2 ans et demi, 3 ans. Ça m'ouvre un monde de comme, OK, tu sais, il y a des personnalités dans la scène de course, des élites, des créateurs de contenu, tout ça. Puis une des premières personnes que j'écoutais, c'était Jay du Temple. Puis je me suis à un moment donné, il disait que c'était une acceptation envers lui-même de dire, hey, ce samedi, qu'est-ce que je fais? Je vais courir 3 heures. Puis je ferais pas d'autre chose, parce que courir 3 heures, c'est exigeant. Fait qu'après ça, quand je reviens, je prends ça relax. Fait que c'est ça que je fais de mon samedi, puis c'est correct. Je l'assume. Puis j'ai pas besoin d'aller au bar après ou j'ai pas besoin de... Puis moi, je commençais à faire des long runs le week-end, puis j'entendais ça, puis je me disais, crime, c'est vrai, genre, t'as le droit que ça soit ça ton plan du samedi, parce qu'on pense souvent, tu sais, samedi, il va falloir aller faire une activité avec tes chums, tout ça, ce qui est le fun aussi. Mais c'est correct aussi que ton plan... Fait que c'est comme si je me sentais approuvé, genre, crime, j'ai le droit de triper. Ça te tentait des fois de faire ça. Ouais, c'est ça me tentait de faire ça. Fait que c'est des petits bouts à droite, à gauche que tu captes, surtout quand t'es nouveau à la course à pied, que t'es comme, OK, c'est de l'approbation dans un sens. Fait que, anyways, c'est vraiment un full circle moment pour moi qu'il y a 2 ans et demi, ce podcast-là, ton podcast, c'était comme une ouverture sur un nouveau monde. Puis si tu m'avais dit, tu vas peut-être passer au podcast dans 2 ans, j'aurais dit. C'est nice, ça, quand même. Man, genre, t'as aucune chance. Je faisais même pas de... J'avais aucune expérience en réseaux sociaux ni en endurance. Là. Fait que c'est fou comment en 2 ans, ça peut aller vite. Mais pour moi, c'est vraiment un honneur et un plaisir. Je prends la peine de te dire d'être ici. Merci beaucoup. Je le prends. Tu sais, puis juste pour bouncer sur le podcast, plus spécifiquement,
là, je sais pas, ça fait combien de temps que je roule le podcast, là, genre 3 ans peut-être. Ouais, OK. Là. Puis quand je l'ai lancé, là, c'est à des années-lumière de ce que je pensais que ça pouvait être. Parce que c'est quand même écouté crissement, ce podcast-là. Genre. Puis quand je l'ai lancé, je me disais, c'est niche, en crisse. Ouais. Genre, je veux recevoir du monde, je veux geeker out parce que moi, ça m'intéresse. Puis mon thinking a toujours été, si ça m'intéresse, peut-être ça va intéresser une autre personne, puis ce sera ça de gagner parce que moi, j'aurais eu la conversation avec les gens que je veux avoir. Moi, j'aurais deep dive dans une étude sur les carbs à la chaleur, mettons. T'sais, moi, j'aurais parlé de ces choses-là. Puis comme de fait, ben Chris, ça l'a trouvé une communauté, ça l'a trouvé des gens, puis on me parle de ça plus que de n'importe quelle autre affaire que je fais dans ma vie. C'est quand même fou, tu sais. Puis tu pensais pas que la réponse allait être aussi grande, considérant que c'est très niche. Exactement. Ouais. Exactement. Je comprends. Puis ça m'a fait réaliser au final que, tu sais, mettons, avec le podcast Sans filtre, ça fait 7 ans qu'on le fait. Quand on a lancé ça, il y a 7 ans, on s'est dit, on va parler d'un peu de tout. Puis, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de podcasts, ben les gens étaient intéressés à entendre parler quelqu'un de n'importe quoi. Ouais. Mais maintenant, il y a tellement de podcasts que si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Fait que là, en faisant de quoi de super niche que personne d'autre faisait au Québec, en tout cas parce que ça existe ailleurs dans le monde, j'ai pas inventé la roue, là. Ouais. Sauf que en faisant quelque chose de super niche, ben là, du monde que ça intéresse s'y retrouvait. Genre. Ouais. Ça a un peu le même principe que de la création de contenu, puis je veux évidemment, une des choses principales que je veux parler avec toi, c'est ça, mais c'est quand tu parles de quelque chose de niche, il y a du monde qui s'y retrouve. Tellement, tout le temps. Tellement. Il y a du monde qui s'y retrouve parce que ça parle de quelque chose qui les passionne. Tu le sais, quand tu es intéressé par du sport d'endurance, moi, c'est mon cas depuis que je suis tout petit. Je rêve de ça la nuit. C'est ma passion numéro 1. J'ai fait plein d'autres affaires dans ma vie, mais le sport, c'est ma passion numéro 1 depuis toujours. Quand tu tripes sur quelque chose, tu ne veux que ça. Tu ne veux qu'entendre parler de ça. Ça déborde de toi, ouais. C'est vrai, puis je pense que une chose intéressante, moi, je parle sur mes réseaux avec passion aussi de course, comme toi, tu fais au podcast. Puis il y a des gens, des fois, qui m'écrivent puis qui disent « Je suis pas tant un coureur ou tout ça, mais vu que tu en parles avec tellement de passion, j'écoute. » Fait que c'est comme, OK, ça peut être super niche, mais c'est pas parce que la personne elle n'a pas besoin de courir, en fait. Là. Elle a juste besoin de sentir ta passion, puis peut-être qu'il y en a qui vont accrocher. Exact. Ça, c'est le plus beau compliment, si on veut, qu'on peut se faire. Fait que c'est comme... c'est ça, il y a 2 aspects. Il y a les tripeux, puis il y a ceux qui s'y intéressent, c'est peut-être pas des tripeux, mais vu que tu en parles avec passion, ils embarquent. Ils deviennent tripeux. Ou ils deviennent tripeux à leur façon. Moi, j'écoute des vlogs de rénovation de design intérieur. OK. Ouais, parce que la fille que je suis, Kim, qu'elle s'appelle, je la salue d'ailleurs, de Agence Intérieure, je pense que ça s'appelle le nom de l'agence. Ouais. Je m'excuse. C'est québécois? Ouais. Okay. C'est une amie à moi. Je m'excuse si j'ai mal son nom de brand. Là. Ouais. Mais j'écoute ses vlogs, elle rénove son condo, man. Mais elle est tellement passionnée par son design puis ses affaires que genre je l'écoute. Puis je suis investi à chaque semaine. Il sort un vlog par semaine. Il a fait une pièce. Genre. Puis je suis investi man, à chaque semaine. J'ai juste hâte quand ça sort. Je vais voir ma blonde. Je vais checker, m'a sorti son vlog. Puis on le regarde. Puis on triple, tu sais. Quand quelqu'un est passionné, c'est au final, c'est le truc que tu peux pas faker. C'est la passion. Puis ce qui m'amène à parler de ta création de contenu, parce que là, tu m'expliques que il y a 2 ans et demi, comment t'écoutes le podcast, comment ça tombait un peu dans ça. Quel a été l'élément déclencheur? Tu t'es dit, là, je fais... Parce que tu as fait 1 vidéo par jour pendant un bout. Là. Pendant 146 jours, pour être exact, du 1er janvier à peu près le 20 mai. Jusqu'au week-end du marathon d'Ottawa. Puis à un moment donné, j'avais la pression du marathon d'Ottawa. Fait que j'étais comme, OK, on va décrocher. D'ailleurs, là, c'est la première fois qu'on se parle vraiment, mais on s'est croisés avant le marathon d'Ottawa. Tu vois, c'est drôle parce que je savais pas si tu m'avais reconnu. Ouais, t'étais comme dans un gros imperméable, un genre de gros sac de plastique. Exactement. Moi, je t'ai reconnu, mais je me suis dit, il me reconnaîtra pas. Mon audience était un petit peu plus petite à ce moment-là, tu sais, mais je t'ai dit, what's up, bonne chance. Fait que je savais pas que tu m'avais reconnu. Puis on s'est croisés au kilomètre... whatever, toi t'étais genre au 37, moi j'étais comme au 33. D'ailleurs, j'en parlais à Rachel de ce bout-là d'ailleurs. OK. Parce que moi ça a été cauchemardesque du kilomètre 24 au kilomètre 42 là, vraiment. Moi aussi du 24 au 42 même. Quand on revenait dans le fond, on a fait tout le secteur des ambassades. Puis en même temps, OK, 2 choses. On fait tout le secteur des ambassades. Puis quand on revient du secteur des ambassades, il y a une longue montée
jusqu'au Parlement avant de redescendre sur le bord de l'eau. Sur le bord du canal. Ouais. Cette montée-là, si t'es à la limite, cette montée-là, elle tue complètement. Fait que moi, quand on est redescendu jusqu'au canal, puis qu'on est passé en dessous genre d'un viaduc, là, j'ai fait trois pas de marche, puis pendant une fraction de seconde, j'étais sûr que j'arrêtais. Je me Puis là, pour une raison que j'ignore, man, j'ai recommencé à courir, puis j'ai fini genre à 4-5, 4-10, là, jusqu'à la fin, tu sais. Mais, fait que deux choses. Fait qu'il y a cette côte-là qui casse les jambes, mais si tu overpace, c'est là que tu le sens. Tu sais, si tu pars, parce que moi, j'étais au threshold tu sais, j'étais à mon deuxième seuil à partir du kilomètre 4. Fait que, tu sais, de toute évidence, j'ai overpace. En termes de pace ou de heart rate? En termes de heart rate. OK. Fait que t'étais cooked. Ben, en termes de pace, je veux dire, c'est dur à dire sur un parcours comme ça. Là. Ouais. Mais fait à 24, j'étais cooked. À 24, j'étais grillé bien raide parce que c'est mathématiquement, tu peux pas tenir ce pace-là plus qu'une heure et quart. Voilà. Fait que genre, c'est ça. Toute l'explication, c'est ça. Overpace au début, ce qui fait qu'à 24 kilos, quand ça fait... T'sais, 1h30, genre, t'sais, moins les 4 premiers kilos. Ouais. C'est pas mal 1h15, là, c'est pas mal pile là. La limite physiologique. Cooked, parce que j'ai été au seuil trop longtemps. Shit, man. J'ai eu la même expérience que toi. C'était mon premier marathon sur route d'ailleurs. J'avais déjà couru quelques marathons en entraînement. Fait que moi aussi, man, en rétrospect, j'étais au seuil. Mon but, c'est de le faire en bas de 3 heures. Mais en fait, tu sais, mon objectif était ambitieux considérant que c'était mon premier marathon puis j'avais pas d'expérience puis tout ça. J'aurais dû comme pas avoir d'attente puis y aller pour le fun. Fait que je rentre le premier demi en genre 1:29:40. Fait que je suis comme, bon, ben, parfait. Mais là, je commence à penser, est-ce que je peux refaire ça? Puis dans ma tête, j'étais comme, la réponse est clairement non. Genre, je peux pas faire ça. Là, ça commence à te jouer dans la tête. Là, ça me jouait dans la tête. Mais déjà, mes sensations étaient horribles dès le kilomètre 1. Mais je me suis dit, énerve-toi pas, c'est le kilomètre 1. Juste une journée horrible en termes de sensations, puis je pense que ça arrive, puis je l'ai appris en tant que coureur. Fait que là, moi aussi, au kilomètre 24-25, crampe à un quad, crampe à l'autre quad, crampe à un ischio, crampe à l'autre ischio. La quadruple en dedans d'un kilomètre. Puis là, je boite un peu pour continuer parce que ma foulée a changé. Puis là, du kilomètre 24 à 42, comme toi, c'est juste un pur grind. Mais là, je te croise parce qu'il y a des allers-retours où est-ce que tu croises à Ottawa. C'est ça, ce bout-là, quand que, genre, t'es au bout du canal. C'est ça. Puis là, moi, je revenais, puis avant qu'on traverse le viaduc, on se croise. Là, Exactement, juste avant le viaduc. C'est genre un 5 kilos, là, tu peux faire 2.5, mettons. C'est ça. Près, ben, je pense que c'est exactement ça. Moi, je pense que j'étais au 33, toi, t'étais au 37. Puis je te vois, puis je vois que t'es dans la merde. Puis moi, je me sens exactement comme toi. Fait que je suis comme... Ah, c'est quand même nice de savoir que PH est aussi dans marde. Je me sens pas seul. Mais je me dis... on est tout le monde ensemble. On est tout le monde. Mais je me dis, fait quand moi aussi je vais arriver au 37 dans le 4, moi aussi je vais être autant dans marde. Fait que là, anyways, c'était une très dure journée, mais très content de l'avoir faite. Souvent, même, ce que j'ai réalisé, là... puis là, ça va être une généralité, parce que des fois, il y a des imprévus, des trucs qui passent pas, mais... ma compréhension de toutes les choses qui peuvent faire chier ta performance. Fait que, mettons, j'étais plus capable de manger. J'avais des crampes. J'avais trop chaud. Je overheatais, mettons. Toutes ces affaires-là, c'est parce que tu overpaces. Oui. C'est juste ça. C'est juste ça, essentiellement. Dans un ultra, là, parce que la réflexion m'est arrivée quand on a suivi JP Thibodeau aux 80 km du Québec Mega Trail. JP, il va, c'était les championnats canadiens, sauf que là, il y a un Américain qui est là. JP, il essaie de le suivre parce qu'il se dit, si je veux me mesurer au meilleur au monde, fait que si je suis pas capable de suivre un gars qui est pas le meilleur au monde, comment je peux me mesurer au meilleur au monde une fois rendu au championnat du monde? Fait que là, il part avec lui. Puis la première fois qu'on le pogne, au premier ravito, en haut du massif, il a l'air dans le rouge, mais il dit, si j'ai mal au ventre, man, je suis pas capable de manger, j'ai mal au cœur. Puis là, l'autre ravito d'après, il se claque des Red Bull, il se pogne des gels, il remange. Puis là, je fais comme Chris, il avait mal au cœur. Puis quand j'ai dit à sa blonde, il a pas l'air de bien aller, il a mal au cœur. Elle a comme fait, il a mal au cœur. Genre, JP, il a jamais mal au cœur. Puis là, après, on fait un podcast, on s'assoit, puis il dit, il a l'humilité de dire, au début, j'avais mal au cœur, mais c'est parce que j'allais trop vite. Comme j'étais pas dans la zone que ça fait que t'es capable de manger assez de calories, j'allais trop vite, tu sais. Puis là, j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, Chris, dans le fond, c'est vrai que c'est un vrai... Genre, si tu marches, là, mettons que tu vas marcher pendant une journée complète, là, tu vas être capable de manger 180 grammes de carbs par heure. Facile. Si tu marches, tu vas être capable. Ouais. Fait que
C'est ton intensité Fait que qui c'est dit. ton intensité qui dicte ta capacité à manger. Puis évidemment, tu peux t'entraîner à manger à des plus hautes capacités, mais si tu es au seuil, tu seras jamais capable de manger 180 grammes pendant 2 heures. Ça n'arrivera jamais. Physiologiquement, tu peux pas. Fait que ton système, le sang, il est partout, à part dans le système digestif. Ouais. Puis après ça, souvent, quand le monde dise, mettons, kilomètre 25, j'ai crampé, c'est comme, ben, guess what, man, t'es overpace. Ouais. C'est pour ça que... Oui, j'ai eu la même réalisation que toi, man. La même chose. Je recheckais mon carb load, ma stratégie de nutrition, mon hydratation, puis j'étais comme, d'autres, j'ai rien à dire. Là. Ouais. J'avais 70 grammes de carbs à l'heure, mon carb load était bon, mon hydratation était chill, il faisait pas si chaud que ça. Ouais. Puis je suis comme, j'ai overpace. Pourquoi j'ai crampé? Parce que j'ai overpace. J'ai overpace. J'ai eu la même réflexion, puis je repensais, puis je me suis dit, oui, même au-delà des données physiologiques, comment était ma perception d'effort dans le premier demi? Ouais. J'avais un peu la corde au cou. Exact. Si t'as la corde au cou après 10-12 kilos dans un marathon, ça va pas. Il faut vraiment être... Puis après ça, j'ai catché aussi l'importance de... Dans un marathon, t'es en fin zone 2, début zone 3. Ouais. T'es pas supposé vraiment être justement dans des battements qui sont... Normalement, man, tu veux être capable... Puis là, moi, j'ai un marathon dimanche, là, fait que je vais pouvoir tester cette théorie-là. Puis là, c'est vraiment... C'est une des raisons pour lesquelles ce marathon-là, qui est comme... J'adore la conversation qu'on a parce qu'on est parti sur 1 million d'affaires. On peut aller dans plein de... J'adore le marathon que je m'en vais faire. Que je fasse un PB ou non, je le considérerai pas comme un PB pour la raison que je t'expliquais. Parce que c'est net 450 mètres de downhill. Fait que ça se peut que je fasse un gros PB. Ça se peut que mes quads explosent et que je fasse pas un PB. Ouais. Mais je l'utilise vraiment pas pour le temps final. Puis parce que le temps final, il voudra rien dire pour moi de toute façon. Mais je l'utilise uniquement pour le pacing. Là, je sais que pour un marathon, c'est la science, c'est mathématique, c'est pas... Oui, tu peux peut-être dans le dernier 5 kilos transcender ce que les mathématiques peuvent dire parce que le crowd, puis l'adrénaline, puis tout ça, je l'entends. Puis même là, Puis même là. Mais mettons, j'entends que, genre, des fois, au Tour de France, peut-être que Tadej Pogačar, il pousse plus qu'il sait qu'il serait normalement mathématiquement capable de pousser parce qu'il est au Tour de France, puis c'est comme... Fait que ça, je l'entends. Par contre, il y a une limite à ça. Il y a une limite à comme l'adrénaline, puis il y a vraiment une limite mathématique. Fait que là, l'idée, c'est que pour un marathon, une distance marathon, mettons, moi, ça va me prendre 2h40. Ish. Il faut que, si je suis pour être en zone 4, ça peut pas être plus longtemps que le dernier 40 minutes. Ça peut pas être plus longtemps que ça. C'est mathématiquement impossible de faire ça après un effort de zone 3. Genre. Oui, ta zone 4, donc, après ton deuxième seuil? Non, ben la zone 4, mettons mon deuxième seuil est à 176. Fait que genre, moi, ma zone 4, je le dirais début zone 4, 171, 172. Fin zone 4, 178. Tu flirtes avec justement ce seuil-là. Fait que je me dis, si je suis pour dépasser 170 battements par minute, faut que ce soit dans le dernier 40-50 minutes. Sinon, mathématiquement, t'es dans le marbre. Sinon, mathématiquement, je me rends pas jusqu'à la fin. Je comprends. Fait que là, l'idée, c'est vraiment d'être mis à haut zone 3 pendant 1h30, 1h40. Builder progressivement la deuxième heure, la dernière heure. C'est ça l'idée. Ma question qui me vient en tête pour toi, c'est si tu respectes cette idée-là de le faire en zone 3 vers zone 4, donc ton pace augmenterait légèrement, tu serais comme en split négatif. Soit le pace augmente légèrement ou à cause de la drift, c'est pour ça que j'allais te demander. Le pace reste là. C'était ma question pour toi. Exact. Fait que ça risque d'être un pace plutôt stable, mais que tu anticipes cette dérive-là cardiaque de zone 3 à zone 4. Exact. OK, je comprends. Cette semaine, Elissa Legault a fait le record québécois sur marathon 2,29,0. Insane. 2,29,0. Elle l'a fait en partant en 1,30. En 1,15. 1,15 du demi? 1,15 au demi. Donc, elle l'a fait en split négatif légèrement. Optimalement, c'est ça que je veux faire. Je comprends. Fait que oui, il y a une dérive, sauf que normalement, si tu tombes en zone 4 pour la dernière heure, ou début zone 4 jusqu'à mi-zone 4, mettons, dans le dernier 20 minutes. Normalement, le dernier 5, tu serais supposé, avec le millage que j'ai fait, là, parce qu'il y a quand même une fatigue mécanique, là, mais avec le millage que j'ai fait, normalement, le dernier 5, je serais supposé être capable d'accélérer. Et non juste de fader puis d'essayer de tenir puis hold on to dear life jusqu'à la fin. Fait que normalement, ça, c'est la théorie, genre. Mais la théorie est assez béton en termes d'études puis en termes de qu'est-ce qu'on sait qui est vrai, là, tu sais. Ouais. Puis là, d'ailleurs,
tu te connais en tant que coureur. Parce que c'est une chose je fais une parenthèse, mais c'est une chose de parler de pourcentage. Mais il faut que les pourcentages soient appliqués à toi un peu. Là. Il y a un peu de personnification. Parce que moi, j'ai vraiment geeké à essayer de comprendre les pourcentages quand je me mettais le nez là-dedans au début. Puis comme je me mettais des barèmes comme, OK, tu sais, ma zone 2, il ne faut pas que je dépasse 75% de mon max heart rate. Ouais. Peut-être que c'est vrai, peut-être pas. Mais après ça, quand j'ai fait des tests lactate, je me suis rendu compte que j'étais dans le champ pour moi. Ouais, peut-être que c'était vrai pour quelqu'un. Exact. Mais là, on travaille avec le même coach, Charles Castonguay. Puis là, toi, il te connaît. Moi, j'ai commencé à travailler avec il y a quelques mois, mais toi, tu as fait plusieurs tests lactate avec. Il voit ton profil. Fait que ça, je pense que c'est important parce que si tu fais juste lire sur Internet que ta zone 4, c'est 83%, un test lactate, tu vas te faire avoir. Obligatoire. Là. Un test lactate, exactement. Juste si tu prends le monde qui écoute le podcast, puis quand ils prennent leur sport au sérieux habituellement, c'est comme ça fait un genre de tri automatique. Là. Mais si tu prends ton sport au sérieux, un test de lactate, c'est quand même nécessaire. Là. Surtout si ça sera rendu là dans l'épisode. Ouais, c'est ça, exact. J'imagine qu'elle a un certain intérêt. Exact. Mais oui, puis tu sais, moi, j'étais fasciné. C'est cheesy, là. Mon nom, c'est J-Zone 2. C'est I believe in Zone 2 puis Zone 1. Le low intensity training, pour moi, ça a été incroyablement payant. Mm-hmm. Jamais j'aurais pensé pouvoir passer de... Mon premier demi-marathon, je l'ai fait en 2h07. Ouais. Puis un an après, exactement, je l'ai fait en 1h31. Puis les deux, c'était un effort max. Là. Ouais, exact. Fait que puis j'ai fait comme 80-85% de basse intensité. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que vu que je connaissais pas tant ma fréquence cardiaque max, puis tout ça, mais j'estimais à la baisse. Donc mes easy runs, je les faisais comme à 135 battements, 138. Puis tu sais, tout ça, c'est sur mon Strava, puis je regarde ça, puis je suis comme, hey, j'étais bas en tabarnouche. J'ai fait un test lactate pour me rendre compte que mon premier seuil, donc le top de ma zone 2, est à 165 battements pour moi. 165? Oui. Puis les fréquences hautes, là. Mes fréquences sont juste décalées vers le haut. Ouais. Évidemment, on le sait, ça n'a pas rapport à la performance, right? C'est juste des chiffres. Ouais. Mais moi, tout est décalé vers le haut. Fait que ma FC max, c'est 210. Une fois, j'ai hit 211. Ouais. Puis j'ai hit 3 fois 209, 210 dans ma vie. Fait que je sais que c'est mon vrai max heart rate. Mesuré avec un chest strap, évidemment, pas avec une montre. Mm-hmm. Et donc là, je réalise que ma zone 2 estimée, vu que mon premier seuil est à 165, c'est genre 150 à 165. Fait qu'à 147, en théorie, je suis encore en zone 1. Je suis même pas encore en début de zone 2. Mm-hmm. Fait que quand je m'entraînais à 135 battements pendant un an... Dans zone 1, là. Zone 1. Mais sais-tu quoi? J'ai enlevé 40 minutes à mon demi-marathon. En plus. Fait que ça marche sur la basse intensité. Tout ça pour dire que le test lactate, ça m'a fait shifter mes zones de comme 15 battements, qui est énorme. Fait que pour n'importe qui prend ça au sérieux, je pense qu'un test lactate, c'est comme plus que pertinent. Là. Moi, une passion que j'ai, c'est... Puis on partage cette passion-là, mais moi, la passion que j'ai, c'est la vraie zone 2. C'est la différence entre qu'est-ce que la zone 2, ce que les gens pensent de ce qu'est la zone 2 versus la vraie zone 2. J'avais la conversation avec Dom, mon partner du Sans Fin de podcast, puis au studio ici, qui me disait « Ah, moi, j'aimerais ça comme acheter un Zwift bike pour faire de la zone 2 en écoutant un film. » J'ai fait... De quoi tu parles, la zone 2, en écoutant un film? Parce que moi, quand je fais de la zone 2 puis que je me mets sur mon seuil LT1, là, j'ai pas beaucoup d'intérêt à écouter un film. Là. J'ai pas... Puis c'est comme, je serais capable de parler, mais j'aimerais vraiment mieux fermer ma gueule quand je suis sur le LT1, tu sais. Ton vrai upper zone 2. Vrai upper zone 2, parce que dans le fond, l'idée, c'est d'aller chercher le plus d'adaptation physique avec le moins de coûts physiologiques possible. Ouais. C'est ça l'idée de la zone 2, dans le fond, de la zone 1, de la zone 2 puis du LT1, tu sais. C'est si tu ne dépasses pas ton LT1, il y a techniquement pas beaucoup de fatigue physiologique, fait que tu peux faire beaucoup de volume à ce niveau-là, mais il faut quand même que tu ailles le mettre au LT1, tu sais. Fait que tu le rentabilises en étant... C'est ça, exact. Fait que puis j'essaie d'en faire le plus possible, la vraie zone 2. Ouais. Mais tu peux pas la faire à course tout le temps parce que c'est trop... Tu sais, moi, il faut que je cours à 4 du kilo, mettons, pour faire de la zone 2. Ça fait mal en crise, là. Ça, c'est une parenthèse intéressante. Puis je t'ai entendu parler avec Charles de ça à un épisode du podcast. C'est que pour un débutant qui s'y met en course à pied, qui est comme la réalité de comme... Beaucoup de monde. Beaucoup de monde, là, vraiment beaucoup de monde. Dès que tu commences à courir, même à 7 minutes du kilo... T'es en zone 2. T'es en zone 2, right? Ouais. Fait qu'il y a une énorme différence entre le débutant pur puis le un petit peu plus avancé. Avec l'expérience. Où est-ce que là, je comprends qu'en étant en vraie zone 2, moi aussi, je trouve il faut que je mette un peu d'effort à la course. Parce que sinon, je suis en zone 1. Mais c'est pas une réalité qui était vraie pour moi il y a 2 ans. Fait qu'il y a une grosse différence entre le zone 2 d'un débutant qui peut jogginer à 8 minutes du kilo, puis c'est correct, puis c'est parfait, tu fais ton volume comme ça, versus quand tu commences à avoir un spectre qui est plus rapide, c'est plus demandant pour le corps. Ouais, exact. Fait que essayer de trouver des... Moi, je le fais beaucoup en cross-training, là, tu sais, de la zone 2 sur le bike, ça coûte pas cher en esti en termes de dommages musculaires. Là. Mais ce qui peut m'amener déjà, puis on reviendra au début de la conversation tantôt, mais ce qui peut m'amener à ton 100 kilos. Oui. Parce que le 100 kilos, il y a de la théorie aussi. Là. Je t'entendais sur le podcast avec Jolicoeur. Jolicoeur, Tu parlais j'ai vu un extrait, j'ai pas écouté le podcast au complet, mais j'ai vu un extrait où est-ce que tu parlais de
qu'est-ce qu'était la théorie de ce que tu voulais faire sur ton 100 kilos. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as réussi à te tenir? Ben, premièrement, c'est quoi cette théorie-là? Puis deuxièmement, as-tu réussi à rester là? Ouais, donc ma technique de pacing pour le 100 km qui était proposée par Charles, c'était... Charles, t'es un expert de ça, là. Ouais. Et t'as-tu parlé du projet qu'on fait en ce moment? De très longue distance? Ouais. Ouais, il m'en a parlé. OK, parfait. Ouais. Super. On n'en parle pas de ça sur le podcast parce que c'est... C'est pour ça que j'ai dit très longue distance. Ouais. Dans le fond, la théorie pour le 100 km, puis moi, je savais pas comment pacer mon 100 km. C'est-à-dire, j'avais une idée, je suis kinésiologue, je comprends les chiffres un peu, mais je voulais l'avis d'un professionnel. C'est aussi un des meilleurs au monde. Ouais. Ben, dans le coaching en général. Ouais, genre, il est tellement ça coche, puis il a déjà fait des 100 lui-même, aussi, évidemment, et tout ça. Dont des 100 sur route, comme je faisais. Ouais. Donc, c'est un 100, mon ultra, c'était 100 km sur route à Montréal, autour du campus 1000 de l'Université de Montréal, donc 100 boucles de 1 km. Donc, très prévisible en termes de pacing, là, c'est pas un ultra en montagne. Ce que Charles me proposait, c'est donc d'être... C'est ça, pas de variation non plus. T'as pas de dénivelé, t'as pas de... Ouais. Aucune, à part que, vu que c'est une boucle, t'as vent dans le dos, vent en face, vent dans le dos, mais bon, c'est négligeable quand même, overall. Il me proposait, vu que mon LT1 est à 165, d'être 5 ou même plutôt 10 battements plus bas que le LT1 pour être safe, pour être confortablement en zone 2, voire 15 battements plus bas, pour être sûr de même pas s'approcher du LT1 parce que techniquement, si tu arrives à LT1, ton temps est compté à un moment donné en termes d'heures. Dès que tu le dépasses Dès que tu le dépasses un tout petit peu, le countdown commence. C'est ça, le countdown commence. Fait que... moi, mon idée de faire ce 100 km-là, ça fait 1 an que je l'avais prévu. Je pensais le faire en octobre initialement. Ouais. Donc, en octobre, les températures étaient beaucoup plus clémentes. Ouais. Finalement, vu qu'on a tourné un documentaire avec Everyday Better Club, puis tout ça, on va en faire un documentaire qui va sortir en fin d'année. Ben, avec les dates, avec le vidéaste, tout ça, ça a donné... mon Dieu, je me souviens même pas de la date, mais début novembre. Ouais. Puis il y avait une tempête de neige ce matin-là. Ça avait l'air cauchemardesque, man. C'était vraiment comme OK. Mais j'étais tellement mindé que j'étais comme, je m'en fous. Let's go. Genre, let's go, on le fait. Mais je savais que ça allait affecter quand même les performances. Donc, je commence le 100. Je me dis, dépasse pas 155 ou tu sais, c'est à 158, c'est chill. Mais 10 battements, c'est vraiment le but. Et là, normalement, sur une belle journée d'été, je pense que je peux cruiser à 5,15 du kilo puis être à 155 battements pendant très longtemps. Ouais. Fait que moi, je me disais, c'est sûr que je vais avoir une moyenne de moins de 6 du kilo sur un 100, parce que même si je sais que je peux faire comme un marathon confortablement à 5,15 en zone 2, peut-être 5,30 à la limite, mais là, dès qu'on est parti, j'étais comme sur du 5,40. Fait que je disais, OK, c'est bon, c'est pas grave, c'est ça la réalité, c'est ça aujourd'hui, puis il y a de la neige, puis tout ça. 5,40, puis là, ben évidemment, vu que je me fiais pas au pace, mais bien au heart rate, ben j'ai eu une dérive cardiaque qui a commencé, et donc... Tu as eu une dérive cardiaque et donc tu t'es gardé sur le heart rate. Bon heart rate. Fait que il y a une dérive de pace. C'est ça, il y a une dérive de pace, exactement. Ouais. Fait que ça a fait comme 5,30, 5,40, 5,50, 6,10. Puis là, rendu après 30-40 kilos, déjà, j'étais dans les 6 et ainsi de suite. Là. À la fin, j'étais plus genre du 6,45. Ouais. Mais j'ai stické à mon 155 parce que je voulais absolument pas buster. Ouais. Puis j'étais on top de ma nutrition, genre... 75 grammes, pas mal à l'heure, peu importe comment je me sens. Normalement, si le heart rate est... Tu sais, si t'es dans cette zone-là, t'es capable de manger. Là. Ouais, ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt, de comme... Ouais. Si tu overpaces pas, normalement, t'es capable de manger. Le corps est capable. Là, après plusieurs heures. Là. C'est ça. Fait que ça s'est relativement bien passé, même si c'était une difficile journée. Il faisait ressenti moins 10. Il faisait comme moins 3, ressenti moins 10. La neige en face. La neige. Le premier 30 kilos sans neige. Après ça a un peu fondu. Puis la même boucle, pour vrai, là, j'avais pas réalisé l'ampleur du challenge que je m'étais donné, mais mentalement, c'était 100 fois une boucle, tough, c'est long. Là. 100 fois une boucle. Il n'y a aucune verdure dans ce coin-là. C'est comme super industriel. Ouais. Il y a genre un track de chemin de fer, puis l'université, puis comme... Il n'y a pas d'escape, genre. Ouais. C'est du béton 360. Plus, j'avais décidé de ne pas inviter comme toute la communauté, puis pas en parler, parce que je me suis dit, si je rencontre quelqu'un que je connais pas au kilomètre, genre 90, puis qui dit « Hey, what's up, Jay? » Puis je suis comme... je suis en marde. Fait que je voulais vivre ça intimement, puis je pense que c'était une bonne décision. Mais même juste mon cercle intime, c'était comme une 40aine de personnes. Fait que ça faisait quand même un certain stress. Je courais avec des amis, je courais avec ma famille. En même temps, ça m'aidait, mais c'était une journée très chargée émotivement d'avoir le documentaire avec la caméra dans ma face. Ouais. C'est moi qui l'a voulu, là. Mais quand j'étais au kilomètre 60, j'étais comme, OK, genre, demande-moi pas avec la caméra comment je vais. Ouais. Arrête de me le demander. Genre, je t'aime, là, mais arrête de me demander. Juste filme ce qui se passe. Puis genre, tout était difficile, tout était ardu, tout me gossait. Ouais. Je suis un gars extrêmement patient en général, puis compréhensif. Puis là, je pense que c'est la fois de ma vie que j'étais le plus à fleur de peau. Ouais.
Avec raison. Puis, tu sais, j'avais écrit dans mon journal, je veux, genre, repousser mes limites puis voir qu'est-ce qu'il y a au fond de moi, genre. Puis je l'ai découvert, tu sais. Ça a fait ressortir des belles puis des mauvaises choses. Mais c'est pour ça que je l'ai fait. Puis c'est au kilomètre 50, c'est la seule fois que je suis rentré à l'intérieur pour aller aux toilettes. Puis quand je ressors des toilettes, je suis comme, OK, là, tout le monde me check, genre, puis tout. Parce que, tu sais, tout le monde est là pour moi. Ce qui est magnifique, mais ce qui est aussi une pression. Et là, je suis comme, OK, il reste quand même, genre, un 50 kilos, tu sais. Puis 50 tours. OK, parfait. Fait que là, j'ai comme senti un build-up d'émotion. Je ressors, je mets ma musique pour la première fois, puis je demande aux gens de pas courir avec moi pour un moment. Genre, j'ai besoin d'être dans ma zone, puis de me centrer. Puis là, je sens, man, les émotions sont dans ma gorge, là. Sont là, big, sont à fleur de peau. Et je me dis, si quelqu'un me pose une question, je vais brailler. Je suis là. Parce que, puis là, c'était la pression, l'accumulation, comme je dis, le documentaire, la famille qui est là, tout ça. Genre, c'est pas juste comme si je courais dans le bois tout seul. Je suis comme, OK, I signed up for this. Puis je me disais, now deal with it, bro. Comme, deal avec, bro. C'est ça que tu voulais. Là, c'est comme, non, t'es confronté. Ça, je dis souvent ça à ma blonde, je dis souvent ça. Ça lui fait pas plaisir quand je dis ça. Je fais, non, confronté aux conséquences de tes propres décisions. Exactement. Fuck, man, ça fait donc bien chier. T'es confronté à ce que toi-même t'as décidé de faire, man. C'est exactement genre, ça. C'est toi qui t'as mis là-dedans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis je me répétais ça, genre. J'étais comme, deal avec mon chum, man. C'est ça que c'est ça. Et là, donc j'avais fait le premier 50 avec des amis on and off. Il y en a qui viennent courir 5, 10, 15, 20, qui était incroyable. Et là, je fais un 10 tout seul. Puis là, au kilomètre 60, 61, je m'arrête. Puis il y a comme plein de mes amis qui sont là, qui viennent d'arriver, mais qui se connaissent pas. C'est un hasard. Des gens un, c'est un ancien collègue, l'autre, c'est ci, l'autre, c'est ça. Puis ils arrivent comme tout littéralement en même temps. Fait que je marche pour la première fois comme en 10K. À ma droite, je prends mon ami Lucas, qui est un ami d'enfance. À ma gauche, je prends Mathieu Young, qui est passé au podcast. Puis c'est deux gars sans jugement, bienveillants, accueillants. Tu sais, ils ont une belle énergie, genre très calme. Et je pars à pleurer, man. Genre, j'éclate. Puis les deux, ils m'écoutent, genre, ils disent rien. Ils sont tellement cool. Puis, ils sourient, puis tout ça. Puis je dis, c'est tough, les gars, man. C'est tough, man. Puis Mathieu est comme, c'est pour ça que tu le fais, man. Avec sa voix toute calme, là. Il est gros, il est beef et tout, mais il est tout calme. Fait que ça, c'était la première fois que j'ai éclaté en sanglots, mais c'est arrivé plusieurs fois entre le kilomètre 60 et 100 parce que c'était tellement personnel comme challenge. Mon père était là, il se dépassait. Son record de marche, c'était 12 km à vie. Selon son application d'iPhone, il a fait 22. Ah ouais, hein? Juste ça, man. Juste ça. Genre, ça fait chaud au cœur. Tout le monde se dépassait. Un de mes meilleurs chums, son premier 40 kilos, un autre, son premier 30. Fait que tu vois ça, puis tu vois aussi des gens de différentes sphères de ta vie qui se connaissent pas, puis là, tu vois qu'ils rient ensemble, tu sais. Ouais. Ça, man, c'est puissant. Pendant que toi, t'es en train de courir un 100, dans ma tête, il se passait tellement d'affaires, là. Chimiquement, ça devait être le bordel. Ouais, c'est ça, man. Les neurones, ils s'en vont de tous les côtés, là. Puis genre, la dopamine, en même temps, comme tellement la fatigue, l'émotion raw. Ça, c'est un feeling, là, comme l'envie de te mettre à pleurer pour tu sais pas quelle raison. Ouais. C'est de quoi qui est très ultra. Tu la connais, ce feeling, évidemment. Il y a tout le monde qui a fait des ultras, je suis sûr qu'ils savent de quoi je parle, tu sais. Tellement. Ouais. C'est bien spécial. Ouais, puis tu sais que n'importe qui te pose une question, puis tu vas... Je sais pas si t'as écouté Devenir loup, sûrement, le de Jay. Oui, j'étais à la représentation, toi aussi, je me souviens. Ah oui, c'est ça, ouais. Puis genre, tu sais, quand il est comme... Oui, je me souviens. Il est assis, puis là, il mange un grilled cheese... Puis il pleure, genre, puis je sais pas pourquoi je pleure, parce que c'est tellement... C'est ça, man, c'est comme des éléments chimiques dans ton cerveau, on dirait qu'ils sont comme sécrétés en même temps. C'est vraiment un feeling qui est étrange. C'est très étrange. Puis c'est comme si tu te reconnais pas non plus, t'es pas en contrôle de tes émotions. Puis Jay, dans ce segment-là, je pense qu'il dit « Le pire, c'est que ça va bien. » Ouais, c'est ça, le pire, ça représente ça full. Va bien. Ouais. Ça va. Fait que, j'ai eu un moment aussi au kilomètre... genre 91, je m'assois dans le char. Là, il me mettait genre des couvertes parce qu'il faisait frais puis tout. Puis je mange genre un sac de Doritos. Puis comme je suis un peu misérable, genre. Ouais. Je suis comme recroquevillé sur moi-même. Je suis pâle. Ça, c'est ce que mes amis m'ont dit après, là. Parce qu'ils étaient tous là à me checker comme... encore une fois, je deal avec ce que j'ai créé, là. Ouais. Mon ravito, j'ai genre 20 amis qui me checkent. Ouais. Je suis pâle, je suis comme en boule. J'ai une couverture. Puis la couverture est comme... Le feeling d'avoir la couverture, c'est comme... Oh, wow, genre... Puis je suis dans le coffre d'un VUS, dans le fond, là. Puis je mange un gros sac de Doritos, qui est la seule affaire, la seule vraie bouffe que j'ai mangée qui n'était pas des gels. Puis ça passe comme mal parce que j'ai la bouche sèche. Puis le Doritos, il me roule dans la bouche, là, la poudre, puis tout.
Puis il me reste 9 kilos, mais le 9 kilos me semble comme, oh my God, big. Je suis pas rendu, là. Je suis pas rendu 9 kilos. Puis là, le soleil s'est couché, il est tard, il fait comme, encore une fois, à moins 10, le vent s'est levé, genre là, c'est real. Et je voulais pas me réjouir avant le kilomètre 98 parce que je le voyais tellement comme une montagne que je demandais encore une fois qu'on me parle pas trop. Je pense que les gens comprenaient, là, genre, j'ai ma musique, courez derrière moi, venez pas genre me poser des questions. Fait que je repars sur le dernier 9 kilos où est-ce que je me négocie de l'alternance marche-course avec moi-même dans ma tête, qui fait 2 tours, tu peux marcher, etc. Et là, juste pour clore le 100 km, l'avant-dernier tour, les choses commencent à se placer parce qu'ils voulaient mettre un ruban pour moi, puis pour le documentaire, puis tout ça. Donc, j'ai un ami, Ralph, qui a fait plusieurs ultras, que lui, il me pose des questions sur t'es rendu à combien avec ma montre pour qu'il coordonne avec le reste du monde. Puis sans lui, je pense que ça aurait été vraiment difficile parce que moi, j'avais envie de parler à personne. Puis lui, il a fait tellement d'ultramarathons dans sa vie qu'il était le parfait crew guy, pour me poser les bonnes questions. Puis je savais que c'était un bon gars à avoir dans ma team à ce moment-là, même s'il me gossait, tout me gossait. Ouais. Et là, au dernier tour, je sais que tout s'en vient, ils vont mettre le ruban. J'enlève ma running vest pour le dernier tour, j'enlève mes lunettes aussi, genre. Et là, je réalise un peu qu'est-ce qui se passe et j'ai demandé à tous mes amis, ils savaient d'avance, courez avec moi si vous voulez pour le dernier tour, tu sais. Fait que là, il y a comme, on est peut-être 20-25, c'est un peu flou dans ma mémoire. Et là, ça commence à craquer des jokes, genre, ça commence à niaiser, puis là, je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Puis il me manquait comme 1,2 kg, puis le tour, c'est 1. Fait qu'on a fait comme une petite boucle d'aller-retour, genre, juste pour avoir le 200 mètres de plus. On est reparti, genre, pile au départ, là. Ouais. Pour arriver pile à l'endroit où est-ce que j'ai commencé. Et là, on fait la petite affaire de 200 mètres, puis il y a un de mes amis, mon meilleur ami Jérôme, qui me dit « T'es sûr t'as encore du juice pour sprinter? » Parce que j'avais dit « Je vais le finir en sprintant, tu sais. » Il dit « Je suis pas sûr. » Mais il voulait genre me craquer. Ouais. Puis là, je suis comme « Ben oui, check-moi. » Puis là, je me retourne un peu, puis ça, je pense que ça va être dans le documentaire parce que il me filmait dans le VUS comme, tu sais, le hatch du VUS ouvert, la caméra qui pointe vers moi. Je me retourne, puis je suis comme, c'est exactement ça que je voulais vivre avec vous, les gars. Merci tellement d'être là, genre. Puis j'en peux plus d'émotion, puis tout le monde ici, genre, c'est super émotif. Et là, man, je pique le sprint de ma life. J'arrive proche du char. Fait que je suis comme, go, 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 go. Puis là, man, genre, les pattes, ils se font aller comme toutes seules. Puis je suis comme legit en transe. Ouais. Puis je sais pas comment je suis capable de courir aussi vite après un 100 km. Et je traverse la ligne d'arrivée. Puis après ça, j'ai mon meilleur chum Tony puis mon père qui me champagne shower. Puis c'était plus que jouissif. Puis après ça, j'ai pleuré dans les bras de tout le monde, un après l'autre, comme de ce qu'on venait de vivre collectivement. Parce que c'était pas juste moi, là. Tout le monde était fatigué. Tout le monde s'était repoussé. Tu sais, les nerfs de tout le monde étaient un peu à bout parce que c'était une longue journée. Ouais. Ah, man, c'était comme tellement d'émotions, tellement de relief, mais je sais même pas si je vais être capable de revivre ça dans ma vie tellement c'était unique et puissant, là. Sûrement. Il y a plein de belles aventures qui m'attendent, je suis sûr. Mais c'était très, très, très puissant comme humainement, là. Au-delà du 100 km, c'est même pas le 100 km qui me marque le plus, c'est l'expérience humaine que j'ai vécue avec tous mes proches. C'était imbattable, vraiment. C'est ça crée des connexions puis des souvenirs que tu te rappelles, man, à l'infini, là, tu sais. J'ai vraiment hâte de voir ça, le docu, man. Ça va être cool. Ouais, mais merci, man. J'ai super hâte. Ça devrait être fin 2025. Puis ça va être un court docu. Puis peut-être que le podcast va sortir, puis ça va être sorti déjà. Peut-être, ça se pourrait. Dates, là, mais honnêtement, j'ai pas de détails non plus sur mon docu encore. Là. Le vidéaste travaille là-dessus. Puis le point du docu, c'est la santé mentale. Ouais. C'est pas le sang. Le sang, c'est comme l'outil que j'utilise pour faire une analogie pour la santé mentale, puis c'est pour ça que je voulais courir en boucle. C'est une analogie de comme quand ça va pas bien dans ta tête, parce que justement, j'ai fait un burn-out il y a 3 ans qui m'a amené des symptômes d'anxiété quand même sévères, que je traîne encore un peu aujourd'hui, puis qui est encore un combat pour moi, mais que c'est beaucoup mieux, mais tu sais, c'est quand même quelque chose qui m'habite. Et donc, je voulais faire cette analogie-là. Au début, je voulais le faire sur une piste de 400 mètres. Ouais. Finalement, logistiquement, c'était mieux sur la piste d'1 kilo. Fait qu'anyways, le docu, j'ai très, très hâte de le partager. J'ai très, très hâte de le voir moi aussi. Puis ça va être un accent très santé mentale au-delà de la course, là, tu sais. Fait que, merci de ton intérêt pour vrai. Ouais, j'ai hâte de voir pour vrai. Puis j'invite les gens à checker ça quand ils vont... S'ils écoutent le podcast en ce moment. Ouais, ça va être sur YouTube. On va sûrement faire un launch event où est-ce qu'on va le diffuser en première, puis ensuite, ça va être disponible sur YouTube. Je sais même pas si ça va être sur ma chaîne ou la chaîne de EBC qui ont fait le docu eux-mêmes, là, mais à suivre. Évidemment, je vais tenir tout le monde au courant sur les réseaux. Oui, c'est ça. Yes. Ce qui m'amène aussi à revenir au début de la conversation. Oui. Qu'on parlait de quand tu t'es lancé là-dedans, parce que là, tu dis...
pour avoir suivi un peu ton histoire puis l'histoire que tu racontes sur les réseaux sociaux, t'as fait un burn-out, là, t'as à peu près 3 ans. Ouais. Puis là, t'as comme quitté la job que t'avais pour te lancer dans création de contenu puis coaching. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, on parlait des vidéos en continu, mais comment ça a commencé? Parce que puis ça va pouvoir nous amener aussi à parler d'un peu comment maintenant tu gagnes ta vie. Ouais. Parce que j'en parlais avec Rachel tantôt. Moi, je reçois entre 4 et 5 emails de personnes qui veulent être sponsorisées par Upica par semaine, à peu près. Ouais. Puis c'est souvent du monde qui veulent être sponsorisés avant d'avoir créé une communauté. Puis tu sais comment ça fonctionne? Moi, puis j'en parlais avec Rachel encore une fois, là, au risque de me répéter pour les gens qui écoutent, mais là, je te le dis à toi. Ouais. Moi, du point de vue d'un brand, que tu ailles au championnat du monde, groupe d'âge sur demi-Ironman, Ouais. puis que tu mettes mon logo sur ton tri-suit, ça me donne absolument rien. Ouais. Ça n'a aucune valeur pour moi. Parce que il n'y a personne qui va le voir, ton tri-suit, à part ta communauté. Mais si tu n'as pas de communauté, que tu sois parmi les 3000 athlètes qui sont au championnat du monde, puis que peut-être que si tu es chanceux, tu sois sur une vidéo promotionnelle des championnats du monde de triathlon, puis qu'on voit peut-être mon logo, puis encore une fois, c'est si du monde voit le logo, tu sais, ça n'a aucune valeur pour mon brand, puis je suis encore trop un petit brand. C'est québécois. J'étais encore trop un brand québécois pour tu sais, un petit brand québécois que donner des produits gratuits à du monde qui autrement l'achèterait. Ouais. C'est la pire décision business pour moi. Tu sais, genre, un triathlète qui s'entraîne assez pour aller au championnat du monde groupe d'âge, c'est mon client cible. Ouais, c'est lui que je veux qu'il achète des produits. Je vais pas commencer à en donner pour. Fait que c'est ça. Fait que toi, dans le fond, tu l'as pris vraiment, à mon avis, du bon côté. C'est-à-dire, je vais commencer à faire du contenu avec absolument aucun intérêt monétaire, puis aucun objectif monétaire. Puis l'objectif principal était dans le processus. Corrige-moi si je me trompe, puis je veux que tu me racontes après. Mais dans le processus plus que dans l'aboutissement de ça. Man, tellement. Ça n'a même pas effleuré mon esprit de faire un partenariat de marque par la première année que j'ai fait du contenu. Donc, faire un mini recap, j'ai fait un burn-out il y a 3 ans, je travaillais au Club Med dans les resorts, c'était la party life de malade, ça m'a rattrapé. Après ça, j'étais complètement perdu sur tous les niveaux. En termes de fitness professionnel, relationnel, je savais pas où m'en aller. J'ai trouvé la course à pied, puis ça m'a vraiment remis sur le droit chemin assez vite, puis ça m'a allumé une passion. Et là, je me suis dit, je pourrais commencer à documenter ce que je fais. Puis mon intérêt numéro 1 là-dedans, c'était d'avoir un outlet créatif parce que je faisais rien de créatif. Je me suis dit, si je filme, j'apprends à faire du montage. Je savais pas comment faire du montage. Mais au moins, je vais pouvoir monter peut-être une histoire ou quelque chose, puis ça va me faire comme un projet personnel. Genre, c'était vraiment ça l'idée. J'ai commencé à publier sur TikTok parce que j'avais peur des jugements sur Instagram, parce qu'Instagram, c'est un peu plus, t'as des collègues, whatever. Donc, pendant 6 mois, je publiais juste sur TikTok. Je voyais que ça répondait quand même bien tranquillement, un peu de commentaires ici et là. Fait que là, je dis, OK, check, t'aimes ça, tu fais ça depuis 6 mois, t'as une petite communauté qui est en train de se bâtir. Là, c'est le temps de commit. Va sur Instagram, fais-le aussi, tu sais, comme... là, vraiment, mentalement, j'avais dépassé la barrière de « Ah, est-ce que les gens vont me juger? » Check, si tu me juges parce que je parle de sport en ligne, comme je suis en paix avec ça. Genre. Fait que c'est ça mon raisonnement interne. Puis je suis kinésiologue de formation, mais à ce moment-là, encore loin de moi l'idée de vouloir vendre quoi que ce soit de produits ou de services. Vraiment encore pour le fun. Et là, j'ai commencé en janvier 2024 à faire du contenu, puis en janvier 2025, c'est là que je me suis fait mon challenge de faire 31 vidéos en 31 jours, qui a fini par être 146 jours de suite. Et c'est là que j'ai vraiment vu que ça a moussé, j'ai bâti une communauté pour vrai, puis tout ça. Et c'est vraiment juste à ce moment-là que j'ai fait comme, OK, là, j'ai pas envie de faire ça pour l'argent, mais je suis pas cave non plus. Je vais essayer de monétiser ma passion, tu sais. Pourquoi pas? Fait que j'ai commencé à parler avec des brands, puis tout ça. Puis encore une fois, même parler avec des brands, c'est pas nécessairement dans un but commercial. C'est parce que la brand est impliquée dans la communauté, puis on se voit à des événements de course, puis ci, puis ça. Fait que tu sais, ça revient toujours à plus que juste un échange monétaire. Mais tout ça pour dire que là, je me réveillais à la game de oui, OK, tu peux avoir de l'argent pour promouvoir un produit. Et là, les gens étaient dans mes DM en me demandant est-ce que tu fais des plans d'entraînement, tu sais. Je disais, allume, là, il y a de la business littéralement
Ouais, parce que c'est ta formation là. Aussi. Là. C'est ma formation exactement de kinésiologue. J'avais une optique plus powerlifting, bodybuilding quand je faisais mon bac. Fait que je me suis remis un peu le nez dans les bouquins pour réétudier la chose d'un point de vue endurance. Puis une fois que je sentais que j'étais assez solide, j'ai commencé à offrir mes services. Mais là, il y avait une autre porte qui s'ouvrait. Là, je suis comme, OK, je peux me lancer en affaires, je peux faire du coaching, je peux faire du partenariat de marque. Et là, vu qu'il n'y a pas de blueprint, il n'y a pas de livre là-dessus, j'étais très chanceux, vu que j'étais impliqué dans la communauté en personne aussi, ben, je parlais à des créateurs. Je parlais à Rachel, je parlais à Ron Nick, je parlais à plein de monde. Puis tout le monde était super ouvert à me dire, tu devrais faire ça, tu devrais demander ça à des brands, tout ça. Fait que c'est pour ça aussi que je voulais qu'on en discute brièvement sur le podcast parce que moi, quand j'ai commencé, j'étais tellement dans le néant puis je trouvais que personne n'en parlait concrètement. Ouais. Mais tu sais, c'est correct de vouloir faire de l'argent avec des brand partnerships si tes valeurs sont alignées avec ça. Et là, justement, j'en suis à un niveau où est-ce que je peux en vivre de mon coaching, pas des partenariats de marque. Ouais, c'est ça. Donc, le coaching, c'est mon revenu principal. Et donc, je saute un peu du coq à l'âne, mais en mai de 2025, j'ai eu mes premiers clients en coaching en endurance. Et en août, donc 4 mois plus tard, j'ai pu dropper ma job. Je travaillais chez Via Rail Canada, j'ai pu dropper ma job. Fait que la seconde que mon salaire a match, j'ai donné mon 2 semaines. I was out. Déjà dans ma tête, j'étais out. Là. Rien contre la job, là, mais regarde, j'étais là pour faire le mot. C'était pas ça ma passion. Tu sais. Fait que très, très, très chanceux d'avoir eu une belle réponse sur les réseaux qui m'a amené mes athlètes en coaching. Et j'attribuerais pas ça à la chance nécessairement. Et la chance a toujours un rôle à jouer dans n'importe quoi, mais tu sais, je veux dire, Chris, de commencer à être constant puis à poster des vidéos à tous les jours, c'est pas de la chance. Là. Non, t'as raison. Non, il y avait une éthique de travail quand même. Pas de n'importe qui, parce qu'il y a du monde qui n'ont pas la personnalité pour ça. Mais j'ai l'impression que beaucoup de monde avec une éthique puis une constance, puis pas une visée de résultat, mais une visée de processus, ben beaucoup de monde peuvent y arriver, j'ai l'impression. T'sais. Tellement, man. Puis souvent, le monde, étant donné qu'ils ont une visée de résultat, ils vont le faire pendant 1 mois, 2 mois, puis ils vont, à un moment donné, ils vont se dire, ben là, j'arrive pas au résultat escompté, fait que j'arrête. Alors qu'au final, ça devrait être l'objectif devrait être dans le processus. Fait que l'objectif devrait être de poster à chaque jour. L'objectif devrait être d'être constant, puis avec aucune attente de résultat, j'ai l'impression. Je suis tellement d'accord, man. Mon mindset, c'était comme, ça vient de Gary Vee, je sais pas si t'es familier avec Gary Vee, évidemment, là. Mais c'est comme give. Genre, je me fends le cul pour faire des vidéos à tous les jours. Je sais pas si on peut sacrer sur ce podcast-là, mais bon. On sac pas sur le podcast. On sac pas sur le podcast. J'ai pas lu le règlement. Je me fends le cul à faire des vidéos à tous les jours. Mais je me fends le cul, j'ai du fun, là, on s'entend. Mais je veux dire, j'en mets. Ça me tente pas tout le temps. Ça me tente pas tout le temps, j'en mets. Puis je pense toujours à comme, je veux donner de la valeur. Je veux soit que la personne rit parce que je fais un clip humoristique, ou qu'elle apprenne un petit concept de kinésiologie, ou qu'elle apprenne quelque chose sur moi d'un peu personnel qu'elle peut peut-être... J'essaie de donner. Puis j'ai sincèrement aucune attente en retour. Parce que je trippe, je veux juste donner le plus possible. Puis comme tu dis, avec ce mindset-là, ben, c'est ça qui t'ouvre des portes. Puis une parenthèse intéressante sur le marketing. J'ai commencé à avoir une audience. Je me dis, je veux me marketer, mais j'ai la phobie de vouloir être un sell-out. Que les gens fassent comme, il fait juste vendre un produit. J'avais tellement peur de ça que je me disais, mais comment est-ce que tu promouvois un produit sans perdre ta sincérité? Puis c'était fascinant pour moi. Fait que j'ai comme étudié ce que d'autres créateurs faisaient. Et mon coaching fonctionne très bien. Et j'ai jamais fait de ad. J'ai jamais fait est-ce que tu es tanné de pas courir assez vite? J'ai jamais été pour cette formule-là. Fait que j'ai copié, entre guillemets, la formule des gens que les gens, je pense, veulent travailler avec moi juste pour l'énergie ou pour la vibe ou pour peu importe, pas parce qu'ils ont vu une vidéo d'un ad. Et moi, je l'avais vécu parce que je followais des gens que j'ai déjà été intéressé à leur service ou à leurs produits, pas parce qu'ils avaient fait un ad, mais parce que je croyais sincèrement à la personne qu'ils étaient. Fait que ça m'a ouvert un nouvel aspect de comme, OK, il faut que j'apprenne un peu le marketing et tout ça. Puis il y en a qui appellent ça le marketing d'attraction. Et je trouve ça tellement fascinant. Et d'où, pour revenir à ton point, il y a tellement de gens que s'ils faisaient juste poster plus régulièrement, ils attiraient justement cette communauté-là. Et
à leur tour, ils pourraient offrir un produit ou un service. C'est pas le but premier, mais tant qu'à y être, pourquoi pas monétiser ta passion puis pouvoir quitter ta job si t'es pas à l'aise dans ta job. Donc, c'est pour ça qu'un de mes messages que j'essaie de pousser sur les réseaux sociaux, outre la course, c'est de suivre la passion. Puis c'est pour ça que je parle beaucoup de mon parcours parce que j'espère que les gens fassent le jump. Puis tu sais, j'avais une job gouvernementale très confortable avec des assurances et tout ça. Mais mon Dieu que ça voulait rien dire pour moi d'être confortable vu que j'étais inconfortable lors des heures de travail, dans un sens. Ouais. Donc, ça pour dire qu'en misant sur ta passion puis tes qualités à toi, tu peux créer quelque chose d'absolument incroyable puis potentiellement monétiser ta passion si tu as une offre concrète. C'est ça. Si t'as quelque chose, puis si t'as quelque chose aussi de qui fit avec tes valeurs. Tu sais, parce que là, toi, tu parles du marketing pour ton coaching, puis tout à fait, mais il y a aussi l'aspect faire des pubs, là, du contenu de marque, du contenu publicisé. Oui. Moi, le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est David Roche, que tu connais peut-être. Oui. Son podcast Somewhere Called Play, puis tu sais, un coureur de trail absolument légendaire. Complètement fou. Qui, lui, pourrait signer avec une marque de souliers. Il pourrait être sponsorisé par une marque de souliers. Ouais. Il laisse probablement crissement de l'argent sur la table en n'étant pas une pute à souliers, si tu veux. Ouais. Parce que lui, il a trouvé, c'est quoi son soulier préféré? Son soulier préféré, c'est le Adidas Terex Ultra Speed Ultra. OK. Le Agravix Speed Ultra. Puis là, il n'y a pas de commandite avec Adidas. OK. Adidas lui ont envoyé le 2. Fait que le Agravix Speed Ultra 2. Ouais. Il l'a essayé, il l'a pesé sur une balance. Il vient de faire une critique du soulier et il dit c'est pas un bon soulier. Parce que lui, la qualité du soulier est plus importante que le partenariat monétaire, que une compagnie. Parce que lui, son soulier, c'est Adidas. Si Oka arrivait et lui disait on te commandite, probablement que c'est déjà arrivé. Ouais. Lui, il court avec Adidas, Terex, Agravix Speed 1. C'est son soulier qu'il aime le plus, c'est son soulier préféré. Fait que lui, il laisse beaucoup d'argent sur sa table de ce côté-là, mais de l'autre côté, il croit beaucoup au high carb fueling, il croit beaucoup à la nutrition sportive. Ben, il est sponsorisé par The Feed, qui c'est exactement ça. Fait que lui, il parle pas à travers son cul quand il parle de The Feed, parce qu'il consomme The Feed de toute façon, tu sais. Ouais. Fait que genre, il y a comme cette différence-là aussi, tu sais, dans la question, est-ce que le monde va penser que je suis un sell-out, pour en revenir à ce que toi tu posais comme question? Oui. Si toi tu prends du Pika, par exemple, regardez mon exemple de Pika, parce que je sais de quoi je parle. Si toi tu prends du Pika, puis que t'as un commandite du Pika, le monde, ils vont pas faire crise de sell-out. Le monde, ils vont faire crise, ils prenaient ça déjà. C'est ça. C'est ça qu'ils prenaient déjà. Genre, ils prenaient déjà ça. Est-ce que, même chose avec, mettons, Everyday Better Club, c'est comme ça que ça s'appelle? Exact. Everyday Better Club, de faire, bon, ben, c'est pas sell-out, man, parce que quand je te vois porter ça, je me dis, il porterait probablement ça de toute façon, tu sais. Fait que c'est de trouver des brands comme ça qui fit avec tes valeurs, qui vont faire que le monde ne va pas te trouver sell-out. Ils vont juste dire, ben Chris, c'est normal que tu sois payé pour faire de la promotion de quelque chose qu'ils aiment. C'est ça. Fait que la différence est là. Puis souvent, il y a du monde que je vois qui font de la promo de trucs qui, au final, ils n'utiliseraient pas dans un autre contexte. Puis c'est là que moi, j'ai un malaise avec les réseaux sociaux puis avec le marketing d'influence. De comme faire, t'es sûr, man, que tu prendrais... des pilules de fer, man, à tous les jours. Là, genre, si c'était pas de ça, là, t'es sûr que tu ferais ça? Ah, man, je suis tellement... Mais ça se sent, hein? Ça se sent très... facilement. Tellement facilement. Ouais. Tellement facilement. Fait que t'as raison, quand tu t'alignes avec une belle brand à laquelle tu crois, ben ça se sent aussi. Fait que les gens... Puis aussi, un point que t'as amené... Les gens comprennent que tu fais de la pub à un moment donné, faut que tu donnes ta vie. Le monde, ils sont pas caves. D'où là, puis ça, c'était une théorie que j'avais beaucoup aimée, que j'ai entendue il y a comme 1 an. C'est comme une espèce de balance de karma, que si tu pars une chaîne, puis dans ton 3e vidéo ever, tu promouvois quelque chose, puis ou tu demandes à quelqu'un qui achète ton produit, ta balance de karma est pas bonne. Mais si... Moi, j'ai 425 vidéos de postées, puis c'est pas tant que ça comparé à d'autres, mais peu importe. Genre, j'ai donné un peu de valeur. Donc, j'ai le droit de dire, dans la balance de karma, c'est pas que t'as le droit ou t'as pas le droit, mais dans la balance de karma, hey, by the way, ça, c'est mon discount code. Je te tords pas le bras, mais il est là. Puis si tu sens que, ben, je t'ai donné assez de valeur, puis tu me suis depuis 1 an, puis peut-être que t'aimes mon histoire, peu importe,
ben, peut-être que tu vas utiliser mon code parce que c'est un produit que tu relates. Fait que j'essaie de garder dans ma tête cette espèce de balance-là, de give, puis je veux give 10 fois plus que je demande. Ouais. Fait que quand je demande, it makes sense, puis les gens comprennent que oui, ça reste une business, puis... fait que vraiment intéressant. Mais là, tu le vois, c'est drôle que tu le dises, je te demande. Parce que... Ouais, je demande rien, en fait. Moi, pour reprendre l'exemple de David Roche, j'écoute David Roche quand il parle de The Feed, puis qu'il parle des deals qui sont disponibles sur The Feed, puis qu'il dit « Hey là, les Beta Fuel de Science in Sport, là, moi, c'est mon gel, puis là, personnellement, c'est le gel par excellence, puis si je fais des gels Upica, ils vont être sensiblement comme ceux-là. » Si ou quand? Pas si, quand. OK, cool. Quand je vais sortir les gels Upica qui sont déjà en développement en ce moment, ça va ressembler à ces gels-là. Insane. Mais David Roche qui dit, là, sur The Feed, il y a 20% de rabais sur les gels Beta Fuel, Science in Sport. C'est ça qu'il prenait pendant le Leadville 100, c'est ça qu'il prenait pendant Javelina, c'est ça qu'il a pris pendant toutes ses meilleures performances. Il me donne 20%. Il me demande pas que j'aille acheter sur The Feed, il me donne 20%. Il te propose. Il me propose ça. C'est pas. Fait que quand c'est tellement aligné avec qui t'es, puis tes valeurs, puis qu'est-ce que ton message, toi, tu me demandes rien. Tu me donnes encore. Même si dans ta tête, c'est comme give 10, demande 1, c'est give 10, donne 10. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir, j'ai l'impression. Puis moi, ça, tu vois, quand il y a des gens que j'aime profondément, que je sais qu'ils sont alignés avec leurs valeurs, qui ont un produit à vendre, puis je sais que ça fit avec eux, je suis content d'acheter ça. Oui, c'est ça. Je suis content de les acheter parce que je me dis, Chris, ça fit. Genre, je suis content d'encourager aussi cette personne-là qui va recevoir peut-être une ristourne ou qui va peut-être juste re-signer un deal parce que son contrat a bien fonctionné, tu sais. Fait qu'il y a comme cette partie-là aussi de dire, toi, tu me donnes du contenu gratuit, man. Ça fait 2 ans que tu me donnes du contenu gratuit à toutes les crises de jour. C'est bien la limite, man, que je prenne ton code promo pour m'acheter une affaire qui va envoyer un signal que le partenariat fonctionne bien, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ça supporte la personne que t'aimes, là, au final. Là. Vu de même, c'est vrai. Moi, je pense que pourquoi je disais 10-1, le ratio, c'est comme en termes de morceaux de contenu. C'est nécessaire que ce soit pas toujours des pubs. Là. C'est ça, parce que la fois que tu mets une pub, t'es pas en train d'ajouter de la valeur. Tu sais, ben, quoi que oui, dans ton optique, comme tu dis, oui, tu donnes quand même un 10 ou un 15%. Là. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant, cette relation-là. Puis ça m'a fasciné, comme je t'ai dit, parce que j'avais la phobie d'être sell-out. Mais là, je réalise, comme tu dis, que quand tu t'alignes avec des marques, ça a du sens. Et pour moi, c'est important. Des marques, oui, c'est des marques, mais il y a des gens derrière ça, tu sais. Derrière Pika, il y a toi, puis derrière... Fait que maintenant, je veux vraiment comprendre la brand en arrière, qu'est-ce qui se passe. Je veux parler avec le fondateur, les fondateurs, la fondatrice, peu importe. Je veux m'asseoir, je vais les rencontrer en personne, je veux savoir c'est quoi leur valeur. Parce que c'est plus qu'une marque, c'est des relations humaines. Puis il faut que ça clique vraiment avec les humains derrière ça, plus que juste le produit, tu sais. C'est ça que j'ai découvert dans la dernière année. Fait que, mettons, avec Gourou, c'est fantastique. J'ai l'impression que je rentre là chez Gourou, c'est des high-five quasiment. Tu sais, c'est une gang de chums. Fait que, au-delà, oui, j'aime le produit, oui, j'aime le marketing, oui, je m'en sers pour vrai. Mais en plus, il y a des humains derrière ça qui sont nice. Que ça, c'est une autre chose que je trouve super importante quand tu fais un partenariat de marque. Ouais, exact. Fait que qu'est-ce qui s'en vient pour toi avant de te laisser partir? Qu'est-ce qui s'en vient pour moi? Là, je prends ça mollo volontairement vu que mon 100K est encore récent. J'essaie de pas me mettre de pression sur rien. Je suis vraiment en mode chill. Je vais participer à plein de courses l'année prochaine. Pas nécessairement dans un but de performance, mais dans un but d'être là, de voir le monde, de faire du contenu. Je sais pas encore quel va être mon objectif A en termes de course l'année prochaine. Toutes les courses que j'ai de lined-up, c'est probablement des objectifs B plus pour le vibe. Fait que je mijote encore mon gros projet de 2026. Mais sinon, man, ça va être juste de continuer de triper avec la communauté puis d'être présent dans les événements. Genre, il y a tellement de beaux événements à Montréal. Autant des courses officielles que des espèces d'événements de run club et tout. Fait que ça me fait triper. Man, juste continuer dans la veine, d'avoir du fun, de créer des vidéos, je l'espère, level up la game de création de contenu en endurance au Québec. C'est vraiment ça qui me passionne, c'est vraiment ça que je veux faire à long terme. Fait que, juste continuer de triper, man. That's it, man. Hâte de voir ça. On continue à te suivre, puis très cool, mon gars. Tu reviendras éventuellement. Avec grand plaisir. Merci encore pour l'invitation. Merci. Salut, man.